Actualité TVCO, édition du 14 mai. La question d'une rue piétonne à Baie-Saint-Paul soulève la controverse. On discute circulation avec le maire Jean Fortin. L'exposition Témoins silencieux prend l'affiche à la papeterie Saint-Gilles. Succès pour la prévente locale du festif. Le défi des 5 sommets est également un défi de conservation des sentiers. La traditionnelle pêche au caplan dans Charlevoix fait des heureux. Et enfin, record d'inscription pour le soccer dans la région. Bienvenue aux actualités TVCO. La décision de la ville de Baie-Saint-Paul de ne pas transformer la rue Saint-Jean-Baptiste en rue piétonne cet été soulève la controverse et on vous a préparé un reportage à ce sujet. Êtes-vous pour ou contre une rue piétonne sur la rue Saint-Jean-Baptiste cet été? C'est la question que nous avons posée à la population. Certainement pour. Oui, c'est une belle place pour que les gens puissent circuler librement. Puis c'est sûr que c'est bon pour tous les commerçants, puis surtout les restaurateurs qui ont eu une période très difficile. Donc si ça pouvait augmenter leur superficie, nous autres, on est plusieurs là, commerçants à être solidaires envers tout le monde. Je pense que c'est de rendre un service aux gens qui viennent nous visiter, puis rendre un service aussi à notre population qui vit ici. Ils veulent venir nous voir, mais ils ne veulent pas être entassés. Puis, tu sais, l'animation, là, la rue est déjà une animation. On n'a pas besoin d'avoir des clowns, puis tout ça. Le monde vient se promener, ils viennent prendre une bière dehors, et on n'a pas besoin de rien d'autre que ça. Même si elle n'est pas piétonne, les gens traversent n'importe où quand il y a beaucoup de gens sur la rue. Là, une question de distanciation, puis c'est agréable, on a une belle rue, pourquoi pas en profiter? Les candidats à la mairie sont à l'écoute des nombreux commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste et croient que la discussion n'est pas terminée. Que je sois maire ou que je sois conseiller, nous devons gérer la situation. Nous devons gérer les attentes des commerçants. C'est sûr que c'est un enjeu que le conseil s'est penché. Suite à la décision qui a été prise, je ne cacherai pas que le téléphone a sonné. J'ai été interpellé par plusieurs commerçants. De là, l'ouverture de M. Fortin de ramener le dossier à la table du conseil, je pense que c'est lundi prochain. Mais c'est sûr qu'il va falloir tenir compte de quelques enjeux. J'ai parlé avec la présidente de l'Association des gens d'affaires. Quelques pistes de solutions ou de propositions m'ont été apportées. Je vais les soumettre au conseil et puis le conseil va prendre des décisions. Je pense que cette semaine, moi et d'autres conseillers aussi ont communiqué avec M. Fortin là, pour demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il y a un compromis qu'on pourrait faire aussi? Donc, c'est un sujet qui va être réabordé là, lors du caucus d'études lundi matin là, de la semaine prochaine. Comme je dis, c'est un sujet qu'on a pris une position. Est-ce qu'on avait regardé tous les aspects? Peut-être que non. Maintenant, je pense que tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut se tromper et d'être capable de dire, bon, ben, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y a un compromis? C'est sûr que l'an dernier, en 2020, on a connu un été exceptionnel. Lorsqu'il y a eu l'enfouissement des fils dans les dernières années, c'était une des questions aussi, c'était un des arguments aussi qui était mis de l'avant. L'enfouissement des fils allait être un moteur pour le tourisme et c'est une rue là, qui me fait penser là, à plus petite échelle à la Grande Allée à Québec. Donc, il faut la mettre en évidence et il faut faire en sorte aussi que cette rue-là, elle dynamise sa vitalité. La Chambre de commerce appuie ses membres et voit d'un bon œil l'impact que peut avoir une rue sans véhicule. Je pense que ça pourrait, à terme, devenir comme un événement signature de la ville de Baie-Saint-Paul parce qu'on sait qu'à travers le monde, les endroits où il y a des rues piétonnes, c'est toujours beaucoup plus achalandé, tant par les touristes que par la population locale. Donc, ça devient en soi une attractivité de la région, de la ville. Donc, je pense qu'à partir de là, plus il y a de gens, plus les commerçants vont faire des affaires. On peut comprendre que certains d'entre eux sont peut-être moins favorisés parce que, par exemple, ce qu'ils vendent est plus lourd ou plus gros. Mais, overall, dans l'ensemble, je pense que l'ensemble des marchands qui sont sur la rue Saint-Jean-Baptiste vont quand même y trouver leur compte, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'achalandage à partir du moment où c'est piéton. La circulation et la réduction de voitures dans le secteur est un enjeu majeur pour la ville de Baie-Saint-Paul.
Et cet été, le chantier sur le boulevard Monseigneur-Laval pourrait compliquer les choses. Donc, lorsque Transport Québec a pris la décision de faire des travaux qui vont être quand même assez majeurs cet été, il faut se le dire, c'est clair que le réseau routier municipal va être impacté. Il va y avoir là, de multiples véhicules qui vont devoir être dirigés, puisque des travaux, c'est comme toute chose. Il faut refaire nos routes, mais aussi ça amène là, des actions qui sont négatives. C'était une des raisons aussi là, que le Conseil avait penché là, pour ne pas refaire le concept de rue piétonne cette année, là, en raison là, des travaux routiers qui vont se dérouler là, sur la route 138. Bien, nous, au Festif, il y a beaucoup d'agents de circulation. Ça aide vraiment beaucoup, là, les feux clignotants, les agents de circulation. Juste ça, ça règle une grosse partie du problème. On a un trafic au Festif, mais presque moins gros même que des fois sans Festif. Fait que juste des ressources humaines pour gérer le trafic, mettre du clignotant, ça aide. Parce que sinon, il faudrait revoir l'aménagement de la ville au complet. Je pense pas qu'ils sont rendus là, mais ça... L'Association des gens d'affaires souhaite trouver des solutions et travailler en collaboration avec la municipalité. Bien, nous, d'abord et avant tout, ce qu'on a demandé à la Ville, c'est d'avoir des explications là, sur ce qui a influencé leur décision, dans le fond, sur ce qui leur a permis de prendre la décision de ne pas ouvrir la rue, finalement. Et puis, à partir des réponses qu'on aura, bien, est-ce qu'on peut maintenant passer en mode solution? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative? Est-ce que c'est possible d'avoir des compromis, de le faire sur un seul week-end plutôt que sur plusieurs week-ends répartis dans l'été? Est-ce qu'on peut trouver une façon de faire de l'animation, même si la rue est quand même ouverte à la circulation? Est-ce que les restaurateurs peuvent empiéter sur la voie, même si, encore là, il y a de la circulation dans la rue, parce que c'est des choses qu'on voit là, en ville, sur un quartier à Québec, par exemple, à Montréal, même sur la rue Saint-Denis. Alors, c'est vraiment de trouver des solutions pour faire en sorte que nos commerçants puissent passer un bel été, puis que les visiteurs qui viennent ici aussi puissent vivre une belle expérience client, là. Les membres du conseil de la ville de Baie-Saint-Paul vont revoir la situation et une décision sera prise dans les prochains jours. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Accueillons maintenant Jean Fortin, le maire de Baie-Saint-Paul, pour faire le tour sur différents dossiers d'actualité. Monsieur Fortin, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Parlons tout de suite de la rue piétonne, la rue Saint-Jean-Baptiste piétonne. Oui. Le conseil municipal a décidé, je crois, à l'unanimité, de ne pas permettre que la rue se soit transformée en rue piétonne pour la prochaine saison. Sur quoi s'est basée cette décision? Bien, en fait, nous, vous savez déjà, de cette année, d'abord, je vais revenir l'année passée, rapidement. L'an passé, on avait Jenny Barrette, qui est notre agente de développement économique, avait rencontré les gens d'affaires. On a entamé toute une discussion ensemble avec l'association des gens d'affaires, puis pour arriver à des projets intéressants. Une rue fermée, piétonne et animée. Oui, l'an dernier. On les connaît. Puis nous, la Ville, on était très impliqués là-dedans. Cette année, on a continué les discussions avec la Ville, avec le service des loisirs culture et avec l'Association des gens d'affaires pour voir à l'animation. D'ailleurs, on a annoncé pour le marché public là, avec l'Association des gens d'affaires. Pour la rue piétonne, évidemment, c'est des coûts importants. Hein. L'an passé, là, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, étant donné qu'on est en Avez-vous un montant en tête quand vous autour dites de pas loin de 50 000, au-dessus de 50 000 que ça coûtait, là. Okay. Juste pour la rue, là. Si on regarde tout l'ensemble, c'est plusieurs dizaines, c'est au-delà de 100 000 que ça a coûté pour l'animation, pour tout ce qui s'est fait durant l'été. Cette année, le budget était moins grand. Ce qu'on nous disait aussi, c'est qu'au niveau technique, l'organisation telle qu'on la connaissait au niveau technique, c'est complexe, c'est pas facile. C'est très exigeant pour nos employés. Puis, les employés, vous savez, on dit ajouter du personnel, c'est pas si évident. Mais M. le maire, on sait qu'il y avait beaucoup d'animations sur la rue l'an dernier, mais les feedbacks que l'on a, en tout cas, ce qu'on entend présentement sur la décision, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant d'animations d'en faire autant. Et là, je pense qu'on arrive à autre chose. Là, on l'a regardé à différents niveaux. On a différents scénarios qui nous ont été présentés. Oui. Nous, on est allé pour un scénario d'animation, mais différent cette année. Mais pas de rue piétonne. On se disait, on est... Puis vous saviez que ça allait soulever des vagues, ça, en plus, on s'en venait avec toute la question de la circulation. Comment on améliore ça? Puis vous savez, les artères de circulation, il n'y en a pas tant que ça. Et nous, on s'est dit, ça va être... On pense, nous, que ça serait possible de faire que il y a une belle ambiance sur la rue Saint-Jean-Baptiste, mais tout en la gardant ouverte aux automobiles également tout l'été. Vous attendiez quand même à cette levée de bouclier? On doit dire que, peut-être pas autant que ça, mais on s'y attendait à ce qu'il y ait des commentaires. Vous savez, la rue Saint-Jean-Baptiste,
c'est toujours un peu controversé. Au fil des années, la question de la rampe piétonne, c'était pas toujours unanime. Il y a eu toutes sortes de commentaires là-dessus. Même l'an passé, il y avait les commerçants avaient été rencontrés. Il y a plein de travail qui avait été fait, puis on a essayé de faire quelque chose qui répondait aux attentes du plus de gens possible. Mais cette année, là, on entend, je pense qu'on a entendu là, les commentaires des commerçants, de la population aussi. Hein. Donc, on va, dès la semaine prochaine, là, on va s'asseoir le conseil et on va regarder ensemble là, de voir comment on peut, la rue piétonne, voir de jusqu'où on peut aller. On va sûrement la rendre piétonne quelques fois durant l'été. Comment, de quelle façon ça va se travailler? Bien là, actuellement, on est à travailler là-dessus. J'entends que vous avez entendu. Oui. Avec un peu de retard, on va le dire. Mais, parce que les gens s'étaient déjà exprimés avant, quand même. Alors, j'entends que vous avez entendu, puis que dans les prochaines semaines, il y aura des nouvelles propositions qui vont arriver. C'est bien ça? Oui, oui. Il y a des nouvelles propositions qui vont arriver, puis on va essayer de tenir compte de l'ensemble, c'est-à-dire des attentes des personnes, mais aussi de la capacité de la Ville à livrer quelque chose d'intéressant. Monsieur le maire, en arrière-plan de ce dossier-là, il y a tout le dossier de la circulation qui inquiète là, cet été à Baie-Saint-Paul. Oui. On sait qu'il y a des grands travaux qui vont être faits. Monsieur le maire, pourriez-vous nous spécifier, là, c'est quoi l'ampleur des travaux qui vont se dérouler cet été sur la 138? Bien, c'est des travaux importants. En fait, d'abord, c'est le ministère des Transports qui refait la chaussée. Elle en a besoin. Ça fait 2 ans qu'ils veulent le faire, mais ça a duré à cause des discussions avec la Ville. Oui. Donc, on refait la chaussée au complet entre la rivière du Bras, donc où est le motel Cascade, là, aller jusqu'au pied de la côte de Pérou. Tout ce secteur-là, le secteur commercial de la route 138, va être, au niveau de l'asphalte, va être refait. Est-ce qu'on refait également les canalisations? En même temps, nous, on refait certaines canalisations, entre autres notre conduite d'amener qui avait des gros problèmes, là, qu'on refait à partir justement du ruisseau Michel, donc du pied de la côte de Pérou, au moins jusqu'au Irving. Là. Oui. Il y a un secteur qui va être refait. Il y en a aussi un peu plus loin qui a du travail au niveau de l'eau puis des égouts également. Je m'en voudrais de ne pas parler avec vous de la grande décision de la Ville de Baie-Saint-Paul qui a vendu cette semaine une aile complète de maison-mère au gouvernement du Québec pour la réalisation du projet qui s'intitule « Les espaces bleus ». Bien, notre objectif, nous, en fait, là, on a accepté une promesse d'achat pour une section de maison-mère. À la SIC, à la Société immobilière du Québec, en lien avec... eux, ils ont une commande d'un ministère. Du ministère de la Culture. C'est fort probablement, puis nous, on va attendre que le ministère annonce, que ce ministère et le gouvernement annoncent tout ça. Je comprends on votre s'attend à retenue, ce que ce soit effectivement un espace culturel donc, oui, on a accepté l'offre qui nous a été faite suite à beaucoup de négociations. J'aimerais comprendre, Monsieur le maire. Oui. Vous avez longtemps réclamé de l'aide du gouvernement du Québec pour les bâtiments dont héritent les municipalités. Oui. À l'exemple du Grand Couvent ici, là, où vous héritez de ça. C'est un peu des éléphants blancs au milieu d'une ville pour une municipalité. En tout cas, c'est vraiment des immeubles importants. Vous avez plaidé longtemps qu'on vienne vous aider, puisqu'il y a des choses qui sont difficiles. Oui. Là, vous vendez une partie de maison-mère, ça vient répondre à votre soin. Bien, pour moi, Ce que j'ai de misère à comprendre, c'est que vous gardez la chapelle, alors qu'en réalité, l'espace qui est le plus difficile ou le plus important à préserver du point de vue culturel ici, c'est la chapelle. Puis vous vendez une aile qui, elle, est déjà occupée. Il y a déjà des locataires dedans. Mais vous m'expliquez un peu... comment ça fonctionne? Bon, on se serait attendu que le ministère de la Culture ramasse la chapelle ou vienne protéger les espaces historiques ici. Mais là, ils achètent une aile, on déplace des gens, on déménage. Il faut faire attention, expliquer un peu? le ministère a un projet. Le projet qu'ils veulent réaliser, ils ont l'endroit qui est en lien avec le projet qu'ils veulent réaliser. Ils vont retravailler tout ça. Ça aurait été difficile pour nous de céder la chapelle et de la transformer. Parce que l'idée, ce n'est pas que de... Moi, je pense qu'au contraire, ça va aider à mettre en valeur la chapelle et d'autres éléments de l'espace muséal des Petites Franciscaines de Marie, qu'on soit avec un bâtiment en lien avec le ministère de la Culture qui soit adjacent à ça. Eux, ils veulent faire... Il y a des transformations à faire, puis c'était pas évident pour eux, je pense, de faire des transformations. Nous, vous vous souvenez qu'on s'est engagé dans la transaction avec les Petites Franciscaines de Marie à conserver l'espace muséal, incluant la chapelle, jusqu'en 2030.
et d'en faire, de conserver, de mettre en valeur ce lieu-là. On estime le montant, en tout cas de l'offre qui a été posée, c'est 330 000 C'est 310 000 On parle d'environ 30 000 pieds carrés. Oui. 10 le pied carré pour ce bâtiment-là. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu un bon prix? Moi, je pense que oui. Et c'est parce qu'il ne faut pas l'analyser uniquement avec le prix qu'on a là, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier, dans leur vision à eux, ils le voyaient presque pour $1. Là. Nous, on a réussi à modifier tout ça. Là. Écoutez, on va venir vous donner un coup de main en récupérant des espaces qui sont coûteux pour vous. Oui, et là, pour nous, ces espaces-là étaient importants parce qu'on a des partenaires importants dedans qu'on va... Des locataires. Et là, ce qu'on a réussi à aller chercher, puis c'est pas... Le montant n'est pas inclus dans la promesse, mais c'est très bien dit dans la promesse d'achat que la SIC va participer à la relocalisation des partenaires, donc Centre d'études collégiales, la Procure et surtout l'Auberge Les Balcons. Et il y a un montant qui est déjà défini, sur lequel on s'est entendu qu'eux vont financer pour la relocalisation. Racheter les baux. Non, on ne rachète pas de baux. On relocalise tout le monde. OK. À Maisons-Mères. À Maisons-Mères. Okay. Tout le monde va être relocalisé. Je rencontrais encore hier la présidente des Balcons qui me disait être très heureuse de ce qui s'en vient. Mais M. le maire... nous aussi, on l'est. Je pense que ce prix-là est un prix intéressant pour nous. Et quand on analyse là, qu'ils ont accepté là, de financer une bonne partie de la relocalisation, pour nous, là, c'est une belle transaction. Monsieur le maire, vous ne serez plus propriétaire de cette partie de Maisons-Mères. Quel genre de lien il vous reste avec ce qui va arriver de ce côté-là? Est-ce que je comprends que c'est assez rassurant, c'est le ministère de la Culture, on s'entend que c'est pas un promoteur privé qui va faire n'importe quoi, mais c'est quoi le lien qui vous reste, là, à savoir comment ces choses-là vont se développer dans le contexte de Maisons-Mères dont vous êtes propriétaire? Bien, nous... c'est quoi le lien qui reste? Bien, le lien, il va être à travailler, mais moi, je pense que le fait d'abord que ce soit un bâtiment culturel dont l'objectif est de mettre en valeur la culture du Québec, mais la culture, d'après ce qu'on entend du Québec, mais aussi la culture locale. Oui. Hein? Et pour nous, là, le lien, puis je parlais tout à l'heure de l'espace muséal des Petites Franciscaines. Oui. Donc, le lien va être rapidement, puis on le sait qu'il va être géré par des partenaires. Cet espace-là, normalement, devrait être géré par des partenaires avec qui on travaille déjà. Et donc, puis qui sont crédibles au niveau du Québec, donc ça peut être intéressant. Je pense que ça va sûrement être intéressant. Il va y avoir des liens dans le sens aussi où, par exemple, ils vont être connectés sur la biomasse. Là. On va travailler pour toutes les questions de... Il va sûrement y avoir des liens on comprend à certains niveaux aussi. On comprend que le projet est à définir, là, le projet, puis à se développer dans les prochaines années, parce que je comprends que vous ne pouvez pas nous en parler, mais on ne sait pas trop là, quand même de quoi sera fait cet espace-là. On a une idée, on sait que c'est un espace, vous l'avez dit, en lien avec la culture, mais je le dis souvent, moi, je vais laisser ceux qui travaillent sur la conception de ce projet-là, et moi-même, je n'ai pas tant d'informations que ça. Ce qu'on sait, c'est que l'idée, c'est de mettre en valeur la culture à la fois du Québec et la culture locale aussi. Donc, et qu'on parle d'un partenaire intéressant là-dedans, qui a une expertise à ces niveaux-là. Donc, pour nous, là, à bien des niveaux, pour nous, là, on pense que c'est un très beau projet. Bien, Monsieur le maire, merci d'être venu nous fournir les explications sur différents dossiers là, qui sont d'actualité à Baie-Saint-Paul. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Merci. Élisabeth Tailleur a rencontré l'artiste François Terrien, dont l'exposition Témoins silencieux prend l'affiche à la papeterie Saint-Gilles. Oui, c'est une exposition, ça commence le 13 mai jusqu'au 20 juin. Donc, c'est principalement des gravures. La technique, c'est la collagraphie. C'est sûr qu'en gravure, il y a plusieurs techniques. La collagraphie, c'est un mélange de, si je peux dire, de gravure en creux, gravure en relief. C'est qu'on imprime sous presse. C'est une presse à eau forte que j'utilise. On imprime sous presse et on peut comme mélanger les deux techniques. Le creux, habituellement, c'est ce qu'on a creusé qui va s'imprimer. Le relief, c'est le contraire, c'est ce qu'on met en relief. La collagraphie, c'est comme un mix des deux. On fait une texture, on ajoute des choses sur une plaque et c'est ça qui est imprimé. L'artiste propose de découvrir une dizaine d'œuvres originales sur papier Saint-Gilles.
Moi, je travaille souvent de façon intuitive. Je commence sans avoir nécessairement d'idées préconçues avant. Des fois, j'y pense, tout ça, mais ce qui m'inspire surtout présentement, c'est les vieilles bâtisses, l'eau, les rochers, la nature, naturellement, et tout ça. C'est vraiment ça. Les bateaux, les nuages. J'aime beaucoup les orages, les tempêtes l'hiver. Donc, j'aime les ciels orageux. Donc, c'est surtout à partir de choses comme ça que je travaille. L'utilisation de la presse est primordiale dans son processus de création. Bien, c'est la presse. C'est sur une presse qu'on appelle presse à eau forte. Il y a différents types de presse parce que la gravure, il y a vraiment beaucoup de techniques. Cette presse-là, l'avantage, c'est qu'on peut faire plusieurs techniques, imprimer plusieurs choses avec ça. Donc, c'est passé sous presse. On fait notre travail sur une plaque. On l'encre, on essuie le surplus. On peut aussi mettre l'encre avec un rouleau. Et notre papier doit être mouillé. On fait tremper notre papier dans l'eau peut-être 20 minutes. On l'éponge. Et quand c'est passé sous presse, la pression va faire en sorte que les fils du papier vont s'étirer. Ils vont aller chercher l'encre dans le creux. Et ça, à ce moment-là, on peut en faire plus qu'une. Et on peut faire différentes couleurs aussi. On n'est pas obligé de faire un tirage toujours identique. Et qu'est-ce qui vous a mené à présenter l'exposition à la papeterie Saint-Gilles? Bien, c'est eux qui m'ont approché, ça fait quelques mois. Je connaissais un peu Marianne Foucault qui était là. Puis on est dans le même groupe, le collectif, et on avait exposé l'été passé au centre Paul Médéric. Et j'ai acheté mon papier là, naturellement. Et je l'ai connu un petit peu comme ça, et à ce moment-là, elle m'a invité à participer. Les citoyens de la région ont été très nombreux à profiter de la prévente locale du festif pour se procurer des billets et on a été à leur rencontre. Clément Turgeon, bonjour. Allô? On dirait que la prévente locale est plus populaire que la vaccination. Oui, on a été surpris un matin. En fait, moi, à 5h30, je m'en allais au bureau. Puis il y avait déjà des gens à 5h30 du matin pour l'ouverture à 8h. Donc, on s'est dit ça risque d'être une grosse journée. Puis de 8h à... Là, présentement, on se parle, il est 11h, puis ça n'a pas arrêté. Là, il y a un petit slack. Ça fait du bien, mais il y a eu un gros engouement. Il y a beaucoup de billets pour les spectacles de la prévente locale qui ont été vendus. Mais il va en rester encore pour la prévente web. À la claire ensemble! Est-ce que vous êtes contente de cette prévente locale? Vraiment, oui. Et avez-vous hâte au festif cet été? Oui. Ça fait combien d'années que vous venez au festif, vous? Bien, l'année passée, j'ai pas eu de billet, mais je suis venue l'autre année d'avant. Moi, je pense que c'est une excellente initiative. Ça faisait quand même plusieurs années que les gens de la place faisaient des commentaires pour justement avoir peut-être plus de possibilités d'acheter des billets et tout ça. Puis cette année, ils ont répondu à l'appel avec brio. Écoute, on peut se pointer. C'est sûr qu'il y avait de l'attente ce matin, mais en même temps, ça vaut la peine pour voir plein de spectacles chez nous. Là. Je trouve que c'est un privilège qu'on vit dans Charlevoix puis qu'on puisse acheter des billets comme ça. Je l'apprécie énormément. Quel spectacle allez-vous voir? Plusieurs. Écoute, Steve Hill, Planet Smasher, Elie Sapi, Dominique Fils-Aimé, Drogue, We Are Wolves. Moi, je suis vraiment mélomane. Là. J'adore la musique de tous les styles. Fait que on va s'échanger avec les enfants, moi et mon conjoint. On va les amener parfois. Des cas, c'est plus tard, moins, mais on va en profiter à 100%. Bien, les festivals, c'est souvent ça parce que tu vas voir plusieurs shows dans une fin de semaine que d'habitude, tes voix sur un an, là, c'est comme c'est concentré. Le fait aussi qu'il n'y a pas de passeport, on ne peut pas avoir de passeport, c'est des billets unitaires, puis les capacités sont limitées. Fait que c'est sûr que nous, on doit jouer avec ça parce que la rentabilité est difficile. Puis les gens, bien, ils se font des gros achats. Là. Il y en a qui ont acheté beaucoup de billets. Il y en a qui en achètent aussi pour leurs amis qui ne pouvaient pas être là, qui travaillent. Donc, il y en a qui ont acheté beaucoup de billets, puis c'est tant mieux. La prévente locale, c'est parfait tant que ça prend un équilibre entre les deux, je pense. Là. Des gens de Charlevoix, des gens de l'extérieur, que ça garde l'esprit du festif. Qu'est-ce que vous avez sélectionné comme spectacle? On va aller voir les Bar Brothers, on va aller voir Michel Rivard, on va aller voir Claude Pelgag,
Il y avait du choix en masse, tout était disponible encore. Là. On a un bon carnet bien rempli. Bien, c'est un grand bonheur, tu sais, avoir des billets pour des spectacles cet été. Tu passes une belle affaire. Vous avez pris des billets pour quel spectacle? Ah, bien là, j'en ai pris plusieurs. Le Clos Pelgag, la Flore Laurentienne, ça va être extraordinaire. Plants and Animals, Franklin Electric, Blaise Veluto. Tu sais, amenons-en, ça fait tellement du bien, de la belle culture, des beaux shows, des spectacles en plein air. C'est tellement extraordinaire. Ça fait du bien, on va se voir, puis mon Dieu que c'est le fun. Oui, tu sais, il y a des spectacles qu'on savait qu'on vendrait pas tout. Puis il y en a qu'on savait qu'on vendrait tout, puis c'est le cas. Fait que, on savait pas mal qu'est-ce qui allait sortir. On a été surpris, il y a quelques shows qui sont sortis plus vite qu'on pensait, à des artistes moins connus, mais demain, ça risque de partir extrêmement vite. On a toujours au festif quelques shows découvertes. Il reste des billets disponibles, ça va être encore le cas, mais on est vraiment dans le même pattern de vente que dans un festif régulier. Ah, je vais voir Clos Bellegaille, je vais voir Cœur de pirate, je vais voir Marie-Pierre Arthur, puis Michel Rivard. Fait qu'on va se payer à traite. Ouais, je trouve qu'ils ont fait, ce qu'ils ont amené, il n'y a pas beaucoup de festivals qui ont l'air à les amener, fait que c'est très bien, tu sais, parce que je pense que le concept va être intéressant. Puis ça permet aussi des gens de pouvoir participer, tu sais, parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui sont annulés à cause de la pandémie puis tout ça. On ne sait pas comment ça va être cet été, on va voir, là. Probablement que ça va... je ne sais pas si on va être déconfiné un jour totalement, peut-être pas, fait qu'ils sont mieux de ne pas prendre de chance puis de, tu sais, réserver des spectacles à plus petit déploiement, dans le fond, moins de monde, là. Et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative, justement, de la prévente locale? Bien, ça, c'est vraiment une très bonne initiative. Moi, je suis très heureux d'avoir... qu'on puisse en profiter, nous autres, là, les gens de la place, là, avant tout le monde, tu sais, puis tant mieux. Vous allez voir quel spectacle cet été, là? Je vais voir Steve Hill, qui fait du Hendrix. Je vais voir Michel Rivard, puis je vais voir So-Call, puis je vais voir... mon autre, c'est Cœur de pirate. Bien, Vincent Vallière, Élisapi, j'en ai plein, j'en ai 5-6. Oh! Oui, on a pris pour 400 piastres. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ça, la prévente locale? Ah, bien ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que nous... oui, c'est une très bonne idée. C'est notre bug, ça, nous autres. Non, on est très contents de ça. Oui, c'est bien. On a attendu un peu, mais pas grave. Ben oui, tout marche. Les billets que je voulais, je les ai. Qu'est-ce que vous allez voir? Je vais aller voir, il y a Louis-Jean Cormier, il y a Franklin Electric, il y a Élisapi, Chose sauvage. C'est à peu près ça, là. Peut-être j'en oublie un, là, mais c'est à peu près ça. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative prévente locale? Moi, je trouve ça excellent. Vraiment excellent, oui. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait... ça nous donne l'idée qu'on est important, les gens de la place, pour le festif. Pas mal sûr. Il va peut-être rester des petits billets à gauche puis à droite pour des spectacles peut-être moins connus, mais ça peut être surprenant parce que la prévente demain, c'est partout au Québec. Fait qu'il y a des groupes qui sont très connus, exemple à Québec, qui devraient se vendre. Donc, d'après moi, on va être proche du complet quand même assez vite. Est-ce que la situation pourrait évoluer pour le mieux d'ici à la tenue du festif et élargir les audiences? Oui, pour l'instant, on est allé dans ce qu'on pense qu'on est en mesure de faire de façon sécuritaire. Mais tant qu'on ne sera pas certain qu'il n'y aura pas des directives et qu'on est sûr que c'est sécuritaire, on va laisser ça comme ça. Même si on peut ouvrir les valves, si on voit que ce n'est pas sécuritaire, on n'ouvrira peut-être pas à tout prix. Mais on se donne cette latitude-là. Peut-être qu'on va être capable de faire des shows surprises finalement d'une façon contrôlée. Tout est possible. Alors, le meilleur est à venir. Merci beaucoup, Clément. Merci. Le défi des 5 sommets est de retour cette année et la popularité de l'événement pose des défis particuliers pour la protection des sentiers pédestres. J'accueille Louis-Philippe Dufour-Chêne, qui est président du défi des 5 sommets. Bonjour, Monsieur Dufour. Bonjour. Donc, c'est une activité là, qui prend beaucoup de popularité d'année en année. Et dernièrement, là, il y a eu des répercussions environnementales. Dites-moi, c'est quoi le plus grand défi cet été pour l'organisation?
Ben, c'est un peu particulier parce que, en effet, là, à la base, quand on a lancé le défi, on avait une problématique qui était un sous-achalandage là, de beaucoup de santé dans l'arrière-pays de Charlevoix. On avait par exemple l'Acropole, le Mont du Lac-des-Cygnes, qui avait beaucoup de randonneurs, puis pour plusieurs sentiers juste à côté. C'est pas du tout la même situation. Donc à la base, nous, il y avait plusieurs sentiers qui étaient en train de se refermer par manque de passage, par manque de ressources par les organismes. Donc on a voulu changer ça, amener les gens à découvrir les belles montagnes qu'on a. L'an passé, avec la pandémie, on s'est retrouvés justement, comme vous disiez, là, avec une problématique complètement différente. Non seulement les sentiers ont acquis une plus grande notoriété, non seulement on a vu une hausse notable de randonneurs partout au Québec, mais les sentiers près des parcs nationaux recevaient des centaines et des centaines de randonneurs qui étaient refoulés aux parcs nationaux dû à la nouvelle capacité maximum. Ils ont eu des quotas. Donc, ces sentiers-là, particulièrement, sont devenus plus problématiques. Dû au surachalandage, si on veut. Un sentier, par exemple, qui pleut beaucoup, les gens vont contourner les trous de boîte, si on veut, vont piétiner aux alentours, donc ça fait un élargissement, tout ça. Il y a certains sentiers aussi qui ont eu beaucoup de campeurs au sommet, donc qui s'installaient sur la végétation, sur le lichen qui est super fragile. On parle de centaines d'années à pousser. Il y a eu des petites choses qui ont été mises un peu en place au courant de l'été. Il y a eu des corvées, si on veut, qui ont été mises en place pour aller remettre le sentier en état. Mais pour cette année, là, on se prépare beaucoup plus à ça, là, puis on a beaucoup de choses là, qui s'en viennent. Oui, exactement. Vous avez même pensé sensibiliser là, les marcheurs. De quelle façon vous allez vous y prendre? On va faire beaucoup de sensibilisation. On a un partenariat qui s'en vient pour la création de vidéos. Qu'on va parler avec différents intervenants, que ce soit au niveau de la protection des sentiers, de la sécurité en randonnée aussi. Dites-moi, les vidéos dont vous parlez, est-ce que ça va être sous forme de capsule, si je peux dire, là, ça va ressembler à quoi? Exactement, ça va être sous forme de capsule. Puis suite à la publication de ces vidéos-là, nous, ce qu'on veut, c'est faire des directs sur nos réseaux sociaux avec les différents intervenants. Okay. Donc, ils puissent un peu parler d'autres choses un peu qu'il y avait dans les vidéos, mais que les gens puissent leur poser des questions aussi. Parce qu'on part du principe que les gens ne sont pas de mauvaise foi. En tout cas, en grande majorité. Mais c'est pas si évident que ça de savoir que faire quelques pas dans la forêt pour ramasser des bleuets, c'est pas bon. Que contourner un trou de boîte, si on veut, juste à côté piétiner, c'est pas bon non plus. Que ça sert sur un beau tapis de mousse en haut de la montagne pour manger sa bartende, c'est pas bon non plus. Non. Mais on peut pas le savoir si jamais personne nous le dit et nous explique pourquoi. Là, on a vu là, sur les réseaux sociaux qu'il allait y avoir des nouveaux sommets cette année. Ma première question, c'est est-ce que c'est pour aider les autres endroits à régénérer? Est-ce qu'il y a un peu de ça dans la décision? C'est sûr qu'à chaque année, on essaie d'avoir quand même une variation des sommets. On change toujours au moins 1-2 sommets à chaque année pour apporter une variété. Mais oui, cette année, les choix qu'on a faits se tournent plus vers justement des sentiers qui sont peut-être un peu plus éloignés et qui n'ont pas la problématique que j'expliquais de proximité avec les parcs nationaux. OK. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Dufour, et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Super. Merci beaucoup là, de nous avoir donné l'occasion là, de vous parler. Puis je vous invite à venir faire les 5 sommets là, à votre rythme, puis découvrir là, les paysages de Charlevoix. C'était M. Louis-Philippe Dufour-Chang, qui est président du Défi des 5 sommets. La tradition du Caplan a pris une tournure bien spéciale cette année, alors qu'un groupe de bénévoles, en s'associant avec les pêcheries Charlevoix, a permis à de nombreux aînés de la région de revivre cette tradition. Mon oncle Noël, déjà jeune, allait chez le voisin, là, M. Gauthier, faire la pêche à la fascine, puis ensuite ils ont fait la leur ici et on l'exploite depuis ce temps-là. Ce n'est pas d'hier que la pêche au Caplan est prisée sur la côte de Saint-Irénée, une tradition qui a marqué l'imaginaire de plusieurs générations. Du moment où je me souviens, il y a toujours eu une grosse festivité autour du Caplan qui roule, surtout sur la plage de Saint-Irénée, où les gens vont le récupérer là, pendant la période de frai. Parce que tout le monde attendait avec impatience que le petit poisson des premières lunes de mai arrive. Pour récolter une grande quantité de poissons, il faut être bien préparé et ne pas avoir peur de se mouiller. L'outil de prédilection pour les pêcheries Charlevoix est la fascine.
La fascine, dans le fond, c'est une trappe en filet avec 2 ailes, une grande qui guide le poisson dans une cage qui est un peu plus au large, à peu près à 200 pieds de la berge. Et il guide le poisson à marée basse qui se retrouve prise au piège dans la cage. Puis nous, quand la marée est à son plus bas, on va vérifier si on a du poisson à l'intérieur, puis c'est là qu'on récupère là, ce qu'on a besoin. Puis sinon, bien, on laisse aller là, le reste à l'eau. Malgré la grande popularité de cette activité printanière, la pérennité commerciale serait menacée. Si je reprenais pas la pêche ici, c'était terminé pour la fascine de l'Anse-au-Sac. Quand j'ai repris ça, en faisant quelques recherches, on s'est rendu compte quand même qu'il y a 5 permis de pêche au caplan trappe en filet qui sont émis au Canada, dont 2, à mon avis, là, selon mes dernières recherches, qui sont en activité. Il y a moi, ici, à l'Anse-au-Sac, puis il y a aussi M. Robert Mailloux à l'île aux Coudres, qui est en exploitation. Fait que, en activité cette année, sans me tromper, je crois qu'on est 2 à exploiter la pêche à la fascine là, au Canada. Cette année, la pêche au caplan a débuté plus tôt que prévu. Plusieurs bénévoles, dont Mathieu Bouchard, ont voulu partager le plaisir du poisson qui roule avec la population plus âgée, qui connaît bien cette tradition. En passé, avec des amis, entre autres Jean-François Larocque puis Simon Galarneau de Repère Boréal, on était allés pêcher. Puis c'était l'année passée, on roulait un petit peu plus que les autres années. Fait que là, on a dit, bon, on en a trop, qu'on va peut-être en offrir à d'autres personnes. Fait que là, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'intérêt. Puis surtout, moi, je me rappelle d'une époque où mes grands-parents, ma grand-mère, ça devait être une des plus tannantes, elle appelait ici à tous les jours à la pêcherie Charlevoix. Le poisson roule-tu, le poisson roule-tu, le poisson roule-tu, jusqu'au temps qu'il roule puis qu'il en fasse un mets recherché chaque année. Puis c'était plus. Moi, j'en mangeais aussi, mais c'était plus les personnes âgées qui étaient. Qui attendaient après le poisson. C'était comme le mets du printemps après l'hiver, quand l'hiver avait été dur. Le poisson roulait au mois de mai. Pour Julie Gauthier, l'idée de redonner au suivant allait de soi. C'est un regroupement de citoyens de les éboulements Saint-Irénée, puis finalement d'un peu partout, je pense qu'ils se sont liés ensemble pour pouvoir offrir aux gens, c'est ça, plus âgés ou qui ont de la difficulté à se déplacer pour venir chercher le poisson. Fait qu'ils ont décidé là, d'aller le livrer. Puis moi, je leur ai offert de venir le pêcher ici, de l'emballer dans nos installations. Puis c'est toute leur équipe là, qui ont fait la livraison par la suite là, à travers Charlevoix. Officiel, une famille de Cap-Blanc envoyée par le bon Dieu, direct à matin. Allez-là, quelqu'un! Allume un lampion! C'était tellement beaucoup de poissons, parce que 700 livres de poissons, c'est beaucoup quand même pour une petite entreprise comme qui l'a donné au complet. J'ai même dit à Julie, je dis, on va essayer de peut-être trouver des commanditaires pour combler le déficit de ta pêche. Elle dit non, elle dit, on offre à tout le monde. Puis cette année, surtout en temps de pandémie, c'est le temps de faire des gestes qui font la différence. Au total, plus de 200 foyers à travers Charlevoix ont reçu un sac de 3 livres de caplan. La nostalgie était palpable. Il y avait 5 équipes de 2. Il y en a qui ont fait la Malbaie, Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts. Moi, j'ai fait Baie-Saint-Paul avec une autre équipe, même l'île aux Coudes. Il y avait des gens de Petite-Rivière-Saint-François, il y avait des gens aussi de Saint-Siméon. La seule chose qu'on regrette un peu, c'est qu'on aurait voulu se rendre livrer jusqu'à Petite-Rivière, jusqu'à Saint-Siméon, mais faute de bénévoles, on est obligé de faire des points de chute à Baie-Saint-Paul puis à la Malbaie. Mais le geste était de redonner au suivant. Puis nos grands-parents, on est aujourd'hui ici grâce à eux quand même. C'est eux autres qui ont construit Charlevoix. Puis surtout dans la période qu'on vit présentement, nous, on a fait le tour, puis les gens étaient tellement heureux de nous voir. T'sais, on arrivait chez eux, ils nous contaient leurs histoires de poissons, ils nous contaient plein d'histoires. Tu voyais qu'ils avaient envie qu'on reste avec eux autres, même si on avait un masque d'en face, on était à distance. Malheureusement, il fallait se déplacer parce qu'on avait plus. On a fait 230 personnes, 230 familles en tout. Là. Élisabeth Pailleur, pour TVCO.
J'accueille maintenant Maxime Jaudoin pour parler de sport. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Tout d'abord, Maxime, le soccer semble très populaire dans la région. Oui, alors, la région au complet, je vais le dire comme ça. Tout d'abord, parce qu'à Clermont, là, on a eu une inscription record avec 117 joueurs qui sont inscrits là, pour l'année qui s'en vient. Là, également, on parle en tout de 10 équipes qui vont être réparties en 4 niveaux. Donc là, pour ceux qui connaissent les termes, U16, U8, U20, et etc. Alors, ça, vraiment, c'est un beau nombre qu'on a agencé. Et là, pour le calendrier, on se souvient qu'avec les mesures, c'était complexe d'avoir des matchs comme il faut. Donc là, on a évalué 2 options. Soit faire des matchs entre municipalités, qui serait pas pire aussi, ou encore des matchs entre les équipes de Clermont au complet. Donc, c'est les 2 options qu'on regarde. On ne sait pas encore là, si on va faire de l'intermunicipal ou juste d'une ligue locale. Exactement. Alors là, on va évaluer les dossiers en cours pour savoir un peu là, la situation sanitaire, de où ça s'en va, et on va prendre une décision à long terme, mais c'est les 2 options sur la table qui ont été devancées. Ce qu'on comprend, en tout cas, c'est qu'il ne manque pas de joueurs cette année. Non, il ne manque pas de joueurs. Les gens ont été privés l'an dernier aussi. Oui, c'est ça. Puis même du côté de Baie-Saint-Paul, Martin, le soccer qui va très bien, là, on va commencer à faire des pratiques en juin pour éventuellement voir un peu là, au fil de l'été si ça va être possible de faire des parties. Là, au soccer, c'est dur de faire des matchs dans le respect des mesures parce qu'il y a le 2 mètres également. Bien sûr. Mais du moins, on a commencé à pratiquer. Alors, ça va être de voir comment est-ce qu'on va gérer, surtout les parties. C'est les parties là, qui sont complexes là-dessus par rapport à ça. Mais disons qu'en général, une bonne nouvelle, on s'en va vers le déconfinement. Absolument. C'est ça qu'il faut retenir. Par ailleurs, l'Ultra Trail Aricana a décidé de son côté de changer son horaire parce qu'on sait qu'ils partaient de nuit, eux autres. C'était des activités. Ça courait la nuit dans le bois, c'était quelque chose. Ça va courir encore, mais... Écoutez, oui, donc on a dévancé le départ. Donc là, il faut savoir que l'épreuve reine qu'on appelle, parce que c'est l'épreuve master, si vous me permettez le terme, là, on parle d'un 125 km au total. Donc là, ordinairement, on faisait ça de nuit, comme tu l'as mentionné, mais là, on va le devancer. Alors, ça va se faire dans l'après-midi. Et pourquoi on a décidé de faire ça? C'est très simple. Pourquoi? C'est parce que, de un, pour les coureurs, ça permettait une meilleure gestion du sommeil. Parce qu'à un moment donné, il faut se reposer parce que c'est pas vrai qu'on court non plus sans arrêt. Donc, ça va permettre aux coureurs de mieux gérer le sommeil. Et pour l'organisation également, ça va permettre une meilleure gestion côté calendrier, côté également approvisionnement en eau et tout ça. Donc, juste ce petit détail-là va permettre également de pouvoir aller, de mieux gérer tout ça, coureurs comme organisation. Et là, il faut rappeler que ça va se passer du 10 au 12 septembre, cet événement-là. Et là, on a 2 départs pour cette compétition-là. À 13 h dans l'après-midi, pour ceux qui pensent faire la course en moins de 20 heures. 125 km en 20 heures de course. Exactement. Donc, pour ceux qui pensent l'atteindre à ce rythme-là, on commence à 13 h. Et pour ceux qui pensent que ça va prendre plus de temps que ça, eh bien, c'est très simple. On commence à 14 h. Donc, on laisse 1 heure entre chaque départ là, pour pas non plus qu'on ait un bouchon à long terme par rapport à ça. Ce sont quand même des athlètes de haut niveau pour être capables de courir ces distances. Oui, à chaque année, j'enlève mon chapeau parce que c'est incroyable. C'est assez impressionnant. C'est incroyable, oui. Maxime, cette semaine, on a fait grand état que pour la première fois en 112 ans, il n'y avait pas de francophones dans l'alignement du Canadien. Oui. Et paradoxalement, quand on regarde ça, il y a de plus en plus de francophones chez les Alouettes, puis il y a de plus en plus de francophones à l'Impact. Exactement. Donc là, pour l'Impact et les Alouettes, c'est des athlètes québécois à profusion que j'ai apporté. À profusion. Parce que là, en tout, là, si je prends les deux formations, là, on a 34 contrats en poche de joueurs québécois. On en compte 10 avec le FC Montréal et 24 avec les Alouettes. Et moi, là-dessus, chapeau, parce que Danny Machocha, au début, là, vous vous souvenez, il avait dit « Je veux que les joueurs québécois soient priorité dans notre équipe » et présentement, il respecte sa parole et ça, tout honneur à lui. Et ça répond aussi au fait qu'au niveau du football universitaire, le Québec est dominant depuis plusieurs années maintenant au Canada. Donc, les meilleurs joueurs sortent du Québec également. Oui, et on est content de voir ça parce qu'on regarde souvent un exemple, l'Université Laval, on regarde les Carabins, tout ça. Donc, oui, honnêtement, je suis content parce qu'enfin, on peut dire qu'on a une technique de développement des joueurs au Québec là, qui est même propice, qui, au départ, tire un peu de la patte. Mais avec les années, là, on dirait qu'on les encadre mieux, on a meilleure structure. On peut faire carrière. Oui, on peut faire carrière, c'est le thème qu'il faut retenir. Donc, empêchez-vous pas de... Tu sais, des fois, on a des barrières, là, mais oui, la carrière, là, elle est là. Et avec ce qu'on voit présentement, là, ça démontre que si vous voulez venir, venez-vous-en, on a de la place pour vous. On sait maintenant que le Canadien va affronter jeudi prochain les Maple Leafs de Toronto. Oui. En quelques mots, vos prédictions, M. Jaudoin. Écoutez, je souhaite évidemment de tout cœur que Montréal l'emporte, mais de ce que j'ai vu dans les derniers matchs, je vais y aller avec Toronto en 5. Je vais laisser un match à
à Montréal, je vais être généreux. Mais au début de l'année, j'aurais dit Montréal, mais là, de la façon qu'on a terminé, de la façon qu'on a perdu, là, je le souhaite, mais je vais rester avec ma prédiction de Toronto en 5. J'ai de la misère à voir comment est-ce qu'on pourrait les sortir. Alors, M. Jodoin, c'est enregistré. Parfait. Vous ne pourrez pas revenir sur vos propos. Non, je n'ai qu'une parole. Et on s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Excellent. Merci, Martin. Alors, c'est tout pour les actualités cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.